Pour cette troisième conférence qui vient conclure le cycle que nous proposions à l'Auditorium du Louvre, nous allons parler, à l'inverse des deux conférences qui se sont succédées ce matin, d'une aventure individuelle. Nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent de ce qui fait le propre de l'art de la tapisserie, à savoir l'atelier, à savoir une collaboration entre les cartonniers, entre les artistes, entre les lissiers. Il se trouve que à Madrid, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Goya est engagé auprès de la manufacture royale de Santa Barbara, manufacture qui avait été fondée par Philippe V, lui-même fondateur de la dynastie des Bourbons d'Espagne vers l'année 1720, eh bien, une véritable révolution va se produire dans ce qu'est l'art de la tapisserie, l'art de la peinture et l'art tout court, puisque Goya, comme chacun sait, est véritablement le maître ou l'un des maîtres fondateurs de ce qu'on appellera la modernité. Et l'aventure de Goya en tant que peintre cartonnier, c'est-à-dire son aventure, ou tout au moins son expérience, sa carrière auprès des manufactures royales de Santa Barbara, va le conduire à découvrir véritablement et à revendiquer de 1775 jusqu'en 1792 l'aventure personnelle, l'aventure et la découverte d'un art nouveau, au mépris finalement de tout ce qu'est attache et une sorte de servage envers ce qui était la commande officielle pour laquelle il a travaillé durant de nombreuses années. Donc, pour revenir sur, ou pour entamer cette conférence sur les tapisseries de Goya, il convient de savoir, de connaître de ce dont on parle véritablement d'une façon exacte lorsqu'on signale les cartons de tapisserie de Goya pour la manufacture de Santa Barbara. En fait, ces cartons sont composés par un ensemble de 60 peintures. 60 peintures ou 60 projets. Mais il y a des petites esquisses, puis des cartons au format 1 sur 1. Donc, ces 60 œuvres que l'on va, cette soixantaine d'œuvres réalisées par Goya entre 75 et 92, eh bien, situe véritablement des années cruciales de la carrière du maître. En fait, Goya est un artiste majeur de l'école espagnole et de la peinture mondiale, mais c'est un artiste qui va se révéler assez tardivement. Lorsque Goya parvient à Madrid, s'installe à Madrid en l'année 1775, c'est-à-dire 2 ans après son mariage avec Josefa Bayeu, qui est la sœur donc de Francisco Bayeu, qui lui-même travaille en tant que peintre de la chambre pour la manufacture de Santa Barbara, Goya commence donc une carrière de peintre cartonnier. Arriver à Madrid pour un peintre provincial de Saragosse, cela signifie se rapprocher de la cour. Et c'est dans cette optique que son beau-frère, Francisco Bayeu, l'invite, par souci économique, par souci véritablement familial également, à venir travailler dans un poste prestigieux, tout au moins se rapprochant de la cour, à Madrid. Alors, comment ceci va-t-il se dérouler et pourquoi particulièrement Francisco Bayeu découvre une opportunité pour faire venir son beau-frère à Madrid? Il faut rappeler que sous le règne de Charles III d'Espagne, donc le roi Bourbon, héritier de la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui va régner sur le trône d'Espagne de 1759 à 1788, eh bien, de grands travaux sont entrepris dans les maisons royales aux alentours de Madrid. En fait, l'une des passions, sinon la plus grande des passions du roi Charles III, est la chasse, ce qui rapproche effectivement la dynastie des Bourbons d'Espagne de leur prédécesseur Habsbourg. Et grand amateur de chasse, le roi Charles III prend l'initiative de faire résider la cour d'une façon nomade, disons, depuis la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de décembre au palais de San Lorenzo, au palais monastère de San Lorenzo del Escorial, et du 7 janvier jusqu'au dimanche des Rameaux, la cour s'installe au palais du Pardo, qui se trouve à peu près à 15 km de Madrid, palais qui est devenu célèbre dans l'histoire récente et tragique de l'Espagne, puisque ce fut le palais où résida le dictateur Franco jusqu'à sa mort. Alors, à cette époque, l'Escorial n'est pas tellement modernisé, ou tout au moins ne se prête pas véritablement à accueillir une cour aussi importante que la cour des Bourbons d'Espagne, et le palais du Pardo est un petit peu trop petit, disons, est un petit peu trop étroit, et Charles III entreprend de faire construire une nouvelle aile dans laquelle va résider la famille royale. C'est
à la suite de ces commandes importantes, puisque le mode de décoration choisi par le monarque espagnol est justement de décorer les appartements, los aposentos reales, donc les appartements royaux de tapisserie, eh bien c'est à partir de cette immense demande, de cette grande commande royale, que Goya trouve sa place en 1775 auprès des manufactures royales de Santa Barbara. Alors, il faut savoir aussi qui se trouve dans ces manufactures en 1775. En 1775, eh bien, le directeur de la manufacture est aussi le premier peintre de la chambre. Il s'appelle Anton Raphael Mengs, c'est-à-dire un artiste bohème, enfin qui vient de Bohème, artiste bohémien, qui a fait des allers-retours entre son pays natal, l'Italie, Rome et la cour d'Espagne, et qui revient justement à la cour d'Espagne dans cette année, dans l'année 74. C'est donc auprès d'Anton Raphael Mengs que Goya va devoir travailler, mais sous la direction artistique de son beau-frère Francisco Balleu. Alors, qu'est-ce qui va se produire? En fait, il faut essayer j'essaie de synthétiser ce qu'était cet ensemble monumental, finalement, et absolument impressionnant des tapisseries, des cartons de tapisserie réalisés par Goya. Les historiens s'accordent aujourd'hui à considérer que l'œuvre goyesque composée des cartons de tapisserie peut être divisée en 7 séries, 7 commandes royales. Ces 7 séries ou ces 7 commandes regroupent chacune plusieurs cartons. Des cartons réalisés de la façon suivante. Pour chacune des grandes cloisons, chacun des grands murs de chacune des salles de ces appartements royaux correspondra, selon la taille effectivement, ou la dimension, pardon, de la salle, un grand carton de tapisserie qui sera une grande tapisserie, puis pour les dessus de portes, les dessus de fenêtres, et également les entre-fenêtres et tous les autres éléments qui vont être éléments complémentaires pour cette décoration, eh bien tout un ensemble de tapisseries qui vont être créées composées selon des thèmes secondaires. Par exemple, on choisit le premier thème qui sera la chasse et on va choisir ensuite des natures mortes pour compléter l'ensemble en dessus de porte selon la destination de la tapisserie. En fait, un thème demeure récurrent dans tous les cartons et là on peut dire que c'est l'apport de Anton Raphael Mengs à Madrid et à Santa Barbara qui va trouver un accueil tout à fait favorable auprès de l'art de Goya, c'est-à-dire ce qu'on appelle en espagnol el costumbrismo, costumbre, ou cette expression qui est vraiment propre à la peinture espagnole et également à l'écho tardif qu'aura la peinture espagnole auprès de l'Europe du 19e siècle, eh bien, signifie, on peut trouver un équivalent en français dans la peinture de genre, ou pour employer également une expression propre à la critique littéraire, la peinture de mœurs, parce qu'il s'agit chez Goya davantage plus de cette interprétation littéraire de la peinture de genre que simplement d'une volonté de représenter sans morale transcendante la vie quotidienne des Espagnols de son époque. Cette peinture de genre, donc, ou de mœurs, est imprégnée, et cela est le propre du costumbrismo tel qu'il est connu dans l'histoire de l'art espagnol, est imprégnée du folklore espagnol. Alors, l'un des traits caractéristiques de Goya, peintre de genre, depuis les cartons de tapisserie d'ailleurs, depuis les caprices qui seront gravés à la fin de son aventure, enfin dans les dernières années de sa carrière auprès de la manufacture royale de Santa Barbara, jusqu'aux peintures noires qui couronnent véritablement, sous leur surnom de Sixtine de l'art moderne, l'art révolutionnaire de Goya, eh bien, tout cet art de Goya sera toujours marqué, très profondément marqué par cette notion très particulière de costumbrismo, ou tout au moins de réinterprétation un peu critique et amusée, parfois très sauvage et cinglante, de la société contemporaine. Ces 7 séries de tapisseries réalisées par Goya, nous le verrons, sont échelonnées selon les années 75 à 1792. La première, 75, lorsqu'il arrive à Madrid, il reçoit une première commande de scènes cinégétiques pour le palais del Escorial.
exactement pour la salle à manger des princes d'Asturie dans le palais de l'Escorial. Ensuite, 76-78, le thème qui lui est proposé, ce sont des diversiones en el campo y las afueras de Madrid, c'est-à-dire des divertissements champêtres ainsi que aux alentours de Madrid, qui sera commandé pour la salle à manger du second palais, donc du palais du Pardo. Ensuite, de 78 à 79, il y aura les scènes de la Feria de Madrid, c'est-à-dire les scènes de la foire madrilène, qui seront réalisés pour la Chambre des Princes d'Asturie, toujours au Palais du Pardo, suivi immédiatement entre 79 et 80, c'est la 4e série, par las diversiones aldeanas, c'est-à-dire les divertissements villageois. Tels sont les termes en espagnol qui figurent dans les contrats adressés à Goya. Il est important de noter que jusqu'à cette année de 80, Goya sera rémunéré non pas sous la forme d'une pension ou d'un salaire, mais véritablement à l'œuvre réalisée, c'est-à-dire il sera payé par carton. Très bien payé d'ailleurs, ce qui lui permettra une accession progressive à un certain degré de richesse et donc de statut social très important. Et à partir de 1780, l'Espagne est engagée dans une guerre contre l'Angleterre. Donc de 80 à 86, la commande de ces objets de luxe que sont les tapisseries connaît un arrêt brutal, et la production des manufactures de Santa Barbara également. Donc, Goya ne reprendra que la commande pour la réalisation des tapisseries pour les manufactures de Santa Barbara qu'à partir de l'année 1786-1787, il réalise l'une de ses séries les plus célèbres qui sont les 4 saisons et autres sujets, toujours alors pour la salle d'audience du roi au Pardo, au palais du Pardo, et qui seront, cette 5e série sera suivie des 2 dernières. En 1788, il s'agira pour lui de réaliser des divertissements pour la Chambre des Infantes au Palais du Pardo. 1788, en décembre, c'est également la date du décès de Charles III, avec la mort du principal commanditaire, le roi Charles III, puis l'accession au trône du roi Charles IV, eh bien, la commande de tapisserie connaît un moment d'arrêt. Elle ne sera reprise qu'en 1791 et 1792, lors de la dernière série engagée par Goya, pour ce qu'on appelle encore une fois diversiones aldeanas, c'est-à-dire des divertissements villageois qui devaient orner le bureau de Charles IV, cette fois-ci à l'Escorial. Alors, cette série de cartons très importante, évidemment, dans la carrière de Goya, je vous disais qu'elle était totalement liée et qu'elle allait permettre à Goya, sans doute, de développer sa conception particulière de la peinture de genre, ce que nous avons appelé el costumbrismo, le costumbrisme, comme on dit en français, dans un néologisme propre au XIXe siècle. Mais le fils de Goya, Javier Goya, qui a recueilli énormément de citations de son père et qui a aidé de très importants historiens de l'art contemporain de sa génération à élaborer, enfin à nourrir leur biographie de Goya, avait rapporté une expression de Goya, c'est que Goya recherchait dans ces scènes de la vie quotidienne et de toute façon ces scènes anodines parfois, une certaine magie de l'atmosphère. Et c'est effectivement ce qui va être développé, ce que l'on va découvrir de plus en plus, vous allez voir, avec l'étude de ces 7 séries de cartons peints. Alors, les cartons en question, il faut encore préciser une chose avant de commencer notre itinéraire au travers de ces peintures extrêmement célèbres, certes, mais qui ne sont pas toujours connus comme étant véritablement des cartons de tapisserie par le grand public. Ces cartons étaient considérés comme des objets, des œuvres d'art d'une valeur totalement dérisoire. C'est-à-dire que l'objet de luxe ou l'objet véritablement remarquable pour la cour et pour le public jusque bien entré dans le XXe siècle était avant tout la tapisserie elle-même. Les cartons sont restés dans les magasins de la fabrique de Santa Barbara durant des décennies. Et ils ont été envoyés parce qu'ils gênaient finalement, lorsqu'on a eu fini de les tisser à Santa Barbara. En 1858, ils sont expédiés pour faire de la place au Palais Royal de Madrid, où ils retrouvent une place dans les sous-sols, dans les magasins, justement, dans les magasins. Et ils demeurent roulés dans les sous-sols jusqu'à ce qu'un grand peintre, admirateur de Goya, Federico de Madrazo, qui
était l'un des premiers directeurs du musée qui s'appellera le musée du Prado, qui était alors la Pinacothèque royale, face à la demande d'une attribution de ses œuvres au Prado. Ce n'est pas Madrazo qui aura le bonheur de voir ces cartons de tapisserie arriver au Prado, ce sera Gregorio Cruzada Villalmil, qui est également l'un des proches de Goya, héritier proche de Javier Goya, qui obtient gain de cause et les cartons sont transférés au Prado en 1870. Là, ils sont tendus sur châssis. D'abord, ils sont doublés. Les toiles sont doublées, puisqu'on imagine que les cartons avaient souffert quand même du fait d'avoir été tissés en basse lisse et aussi en haute lisse, et ensuite tendu sur châssis, restauré, puis installé au musée du Prado. Et à partir de ce moment, commence à être connu véritablement ce que Goya avait désiré véritablement faire connaître, c'est-à-dire sa peinture des années 75 jusqu'à l'année 1792, année fatidique dans sa carrière sur laquelle nous reviendrons, au détriment justement de l'art du tissage. Alors, nous allons, je parlais de cette célébrité de la tapisserie, et c'est pour cela que je voulais vous montrer sur cette première photo, ce premier cliché qui représente l'exposition Goya qui eut lieu d'abord au Petit Palais à Paris, puis ensuite à Bordeaux en 1919. Vous voyez ici sur cette photo d'archives la façon dont les tapisseries sont exposées au public. C'était le salon central de l'exposition Goya de 1919, qui était le joyau en quelque sorte, ou la tribune de cette exposition. Et en fait, on est surpris quand on connaît davantage la chronologie de ces cartons de Goya, de trouver, vous voyez, des cartons comme ça à touche-touche qui passent totalement outre la diversité et l'évolution stylistique de Francisco de Goya. Par exemple, ici, on a le premier carton qui date de l'année 1778, donc la tapisserie tissée d'après le carton de 78, qui est l'un des plus célèbres, qu'on appelle El Ciego de la Guitarra, l'aveugle à la guitare. Ici, El Pelele, ou le pantin, qui est l'une des grandes commandes de l'année 1792. Puis ici, la Gallina Ciega, qu'on traduit en français par le Colin Maillard, c'est presque le même jeu de cours que celui-ci, qui lui est une composition de l'année 1788. Donc vous voyez, on a 1778, 1792, 1788. Autant dire que l'appréciation de ces tapisseries de Goya est une appréciation de l'art des lissiers de la manufacture de Santa Barbara. Ce contre quoi a protesté Goya toute sa vie et ce qui a fait qu'il a parfois eu des lettres et des mots très amers envers ce travail de cartonnier. Pourquoi ? Simplement parce que Goya est vraiment au début, à l'ouverture véritablement de ce que sera la modernité et cette affirmation de la liberté de l'artiste qui sera manifeste en 1792 lorsqu'il quitte les manufactures de Santa Barbara, moment où il écrit cette fameuse lettre à Riarte, secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture de San Fernando, eh bien, sera un manifeste de la liberté de la création contre à l'inverse de ce que Goya avait produit lorsqu'il était engagé dans la commande royale particulière qui était celle de la tapisserie. Alors, évidemment, le tissage, comme on le voit, efface les caractéristiques vraiment picturales pour ne conserver de proprement goyesque, et c'est évidemment un symbole de Goya que ce Pelele, El Ciego a la Guitarra, la Gallina Ciega et toutes les autres tapisseries que l'on voit là, comme le jeu de paume, etc., pour ne garder que le modèle iconographique qui est l'une des particularités véritablement de l'art de Goya. Alors, passons justement à la diapositive suivante, qui est une diapositive qui vous montre une œuvre du musée du Prado, qui est en fait une toile sur laquelle sont fixées 13 petites esquisses pour des cartons de tapisserie. Il s'agit d'une œuvre de Francisco Balleu y Subias, qui est donc le beau-frère de Goya, qui a fait venir Goya, grand peintre de cour, Francisco Balleu, de grand renom et de grande célébrité, était très apprécié par la cour d'Espagne et par les rois d'Espagne, par le roi d'Espagne Charles III, lorsqu'il fait venir Goya à Madrid. Et dans l'idée de Francisco Balleu, eh bien, son beau-frère va travailler avec lui à la manufacture, mais sous sa direction. Travailler sous la direction de Francisco Balleu, ce n'est pas être un artiste libre, loin de là. Voilà ce que cela donne. Je vous demanderai d'être attentif à ces deux
peinture, c'est-à-dire à ces deux petites esquisses, El Major et la Guitarra, et celui-ci que nous allons voir immédiatement ensuite. Vous voyez ces deux peintures, là ici nous avons le carton de tapisserie à l'échelle 1/1, pourrait-on dire. Sauf que, permettez-moi de revenir en arrière, ici nous avons donc, comme vous le voyez, une composition d'esquisses, de 13 esquisses par Francisco Balleu, et ici par le frère de Francisco, qui est Ramon Balleu et Subillas. Et en fait, le carton à l'échelle 1/1, vous voyez, donc, qui sont véritablement des grands dessus de porte, eh bien, est réalisé par le frère de l'artiste dans un style qui déjà est comme un effacement des caractéristiques picturales du propre Francisco Balleu. C'est-à-dire que là, ici, on a affaire à une sorte de lissage, en quelque sorte, de toutes les teintes pour obéir à l'exigence de ce qu'est le métier du lissier. Goya connaîtra de nombreux problèmes avec les directeurs de la manufacture de Santa Barbara, justement par sa revendication d'indépendance et son exigence que les lissiers traduisent véritablement dans le textile ce qu'est sa propre touche nerveuse, en même temps que ses couleurs absolument nouvelles. Alors, dans cette tapisserie, dans ces deux tapisseries que nous avons sous les yeux, vous reconnaissez, vous pouvez deviner ce qu'est l'évolution du travail de Goya, du processus, disons, du processus entier de la fabrication de ces tapisseries. Le processus était évidemment totalement obéissait à un protocole très particulier. Un document de 1790 nous dit exactement comment cela a été fait lors de la reconstruction ou de les embellissements du Pardo Tucum del Escorial. Eh bien, on envoyait un architecte envoyé à la manufacture de Santa Barbara, donc à Anton Raphael Mengs, au directeur, puis à Sabatini, l'architecte de Charles III, lorsque Anton Raphael Mengs était en mission à l'étranger, l'ensemble des mesures. D'où le carton de tapisserie qui était, comme vous l'avez vu, composé précédemment par Francisco Balleu, où vous avez à l'échelle proportionnelle pour chacun des tableaux, eh bien, l'ensemble des tapisseries, des cartons qui devront être réalisés pour orner la salle de tapisserie. Donc, je vais avancer dans ceci, puisque nous sommes là donc en 75, dans cette première commande pour laquelle Goya va travailler, mais pour laquelle Goya va travailler quand même d'une façon, disons, avec de nombreuses réticences. Avec de nombreuses réticences parce que Goya est un esprit libre et il n'arrive pas véritablement à se complaire à l'obéissance, en quelque sorte, de son beau-frère. C'est-à-dire que Francisco Balleu a des idées bien arrêtées et il lui demande notamment de réaliser ces cartons en collaboration avec son autre frère, enfin donc avec Ramon Balleu. Donc vous voyez qu'il y a sur cette première série réalisée pour l'Escorial, qui est composée de 9 cartons de tapisserie de scènes cinégétiques destinés à la salle à manger des princes des Asturies à l'Escorial, eh bien il y a donc déjà une sorte de confusion des genres, parce que Goya, dès ses premières peintures, eh bien, va tenter de marquer ou de montrer son indépendance par rapport à la commande. Alors, la première, les grands, on dit paños en espagnol, c'est-à-dire ces grands tissus, ces grandes tapisseries qui étaient destinées aux murs principaux. Il y en avait 2 dans cette commande, qui étaient la chasse au sanglier, qui est conservée au Palais Royal de Madrid, et cette scène de chasse qui est la chasse à la caille, qui s'appelle partie de chasse. Bon, tous ces cartons, la plupart des cartons, comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit au départ, sont conservés au musée du Prado, sauf quelques-uns. J'ai oublié de dire que entre le transfert entre la manufacture Santa Barbara, le Palais Royal, puis le musée du Prado, 6 cartons avaient été volés, d'où la vente postérieure qui a eu lieu, et ce qui explique que certains cartons soient à Toledo, Chicago et Philadelphie. Bon, alors, dans cette... que voit-on ici? Est-ce qu'on voit vraiment le Goya auquel nous sommes habitués, celui que nous connaissons? Pas vraiment, il s'agit du jeune Goya, évidemment. Donc déjà, Goya a 28 ans lorsqu'il réalise ce carton. En tout cas, une chose qui est propre à l'art de Goya dans son activité aux manufactures de Santa Barbara, c'est cette atmosphère théâtrale. C'est-à-dire, à la fois, il y a une rupture
avec ce qu'est la scène mythologique, mais en même temps, et donc une volonté d'aller vers la vie, vers le naturel, qui, il ne faut jamais oublier que Goya disait avoir 2 mètres dans la vie, qui était Rembrandt, le deuxième c'était Velázquez, et le troisième c'était la nature, vous voyez. Donc cette volonté de Goya de traduire la vie quotidienne dans toute sa vérité. Et en fait, tout cela est présenté comme sur des cartons qui sont des rideaux de scène de théâtre. Alors, on va aller découvrir cette série. Vous avez ici, pour le dessus de porte, là ici on a quelque chose, un élément puissamment goyesque, qui est ce ciel, véritablement éclatant, qui est derrière ces chiens en laisse, hein, c'est le titre de l'œuvre. Je vous invite toujours à lire, hein, comme ça je n'aurai pas à le dire ni à insister, le format de ces cartons, parce que vous verrez que là, il s'agit d'un carton réalisé à l'échelle 1/1, destiné à être tissé, et ceci étant tissé en basse-lisse, et bien évidemment, le carton avait servi directement sur les métiers. Alors, également, ces trois autres cartons, toujours conservés au Prado, vous voyez là, non pas la richesse d'ornement, mais vous voyez surtout, moi je dirais, l'artificialité de ces scènes. Les scènes de chasse étaient accompagnées de scènes de pêche, ici. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand on regardait l'ordonnancement, en fait, du protocole, le protocole qui régissait la création et la commande de ces cartons, toujours un thème principal, secondé par 2 thèmes subalternes, 1 ou 2, destinés au-dessus de porte et aux entrefenêtres, mais devant se répondre entre eux. Alors, ici, nous avons donc sous les yeux, vous avez le chasseur avec ses chiens, et qui est un personnage absolument goyesque quand même, cette nonchalance, vous voyez, en allant de dos, cette captation d'une scène véritablement naturelle, et le chasseur rechargeant son fusil, ainsi que cette scène de pêche. On va continuer par cette peinture très connue d'ailleurs de Goya, cette peinture, vous voyez, je dis ça, mais c'est évidemment l'un des cartons de la première commande, qui représente une chasse à la peau. Tout à l'heure, ce matin, Anne vous parlait des chasses de Maximilien, les 12 mois des chasses montraient 12 techniques différentes de la chasse. Ici encore, dans cette salle à manger des Princes d'Asturie à l'Escorial, il était demandé dans le programme iconographique d'évoquer et d'illustrer les différentes chasses, ici la chasse à la peau. Alors, cette première série réalisée par Goya connaît un franc succès, elle est très bien reçue, et cela permet à Goya, dès la seconde commande, dès la seconde série, de ne plus dépendre de son beau-frère Francisco Balleu, ni de son autre beau-frère Ramon Balleu, qui lui avait une personnalité beaucoup plus effacée que celle de Francisco, puisqu'il travaillait en sous-œuvre pour son frère. D'ailleurs, il a eu une vie personnelle très difficile. Il vivait chez son frère et sa belle-sœur, etc. Bon, c'est une personnalité effacée. Goya, qui est tout l'inverse, s'impose d'emblée et obtient de la direction des manufactures de Santa Barbara de composer librement les thèmes, l'ensemble des cartons selon le thème qui lui est proposé. Ainsi, dès cette deuxième série, la commande consiste en une série de divertissements dans les champs et aux alentours de Madrid. Déjà, aux alentours de Madrid, dans l'expression elle-même, on sent un thème profondément goyesque, puisque Goya a été l'un des artistes à avoir le mieux traduit sans doute toute la Madrid du XVIIIe et du XIXe siècle. Toute la ville et toute cette vie se rapprochant toujours le plus possible du petit peuple et plagiant également les traits caractéristiques de l'aristocratie. Alors, cette première scène est très connue, il s'agit de la merienda, c'est-à-dire le déjeuner, ça peut être le goûter aussi, mais là ce sera plutôt le déjeuner, réalisé en 1976. La série en question était composée de 10 cartons de tapisserie qui devaient refléter des éléments champêtres, d'accord, ou bucoliques, champêtres on va dire. Et campestre, c'était le mot en espagnol qui figure dans le devis qui est fourni par Goya. Alors, cette merienda vous montre déjà quelque chose de nouveau. Regardez, là, on a encore, vous voyez, cet effet quand même de toile de scène, vous voyez, rideau de scène pour le théâtre. Mais à l'intérieur,
de ce rideau de scène, disons, enfin de cette scène propre à une théâtralité courtoise, on va avoir des études de caractère d'après le naturel qui sont absolument typiques de Goya et qui vont aller de toute façon au fur et à mesure de la carrière de Goya vers la propre caricature. Je vais passer sur les séries assez rapidement, en m'arrêtant de temps en temps sur des œuvres qui sont au plus haut point symbolique de l'iconographie goyesque et de l'art de Goya, parce que ainsi nous aurons en tête toutes ces séries. Ici, il s'agit du bal sur les rives du Manzanares. Le Manzanares, comme vous le savez, est le petit fleuve qui traverse, ou la petite rivière qui traverse Madrid, et c'est d'ailleurs à côté de cette rivière que Goya finira son séjour madrilène avant de partir à Bordeaux, lorsqu'il achètera la Maison du Sourd. Alors, ce bal sur les rives du Manzanares obéit effectivement non plus tant aux aspects champêtres, parce que là, vous avez des personnes qui sont pas issues du bas peuple, comme on le voit, mais d'une aristocratie imitant les us et coutumes du bas peuple. Alors, dans la série, il y a également celui-ci qui est vraiment El Paseo d'Andalucía, ou La Maja y los Embozados. Il est important de retraduire ces titres. Ces titres ont été traduits au XIXe siècle dans un français qui n'est pas adéquat par des hispanistes qui n'étaient pas forcément hispanisants et qui ne veulent pas dire grand-chose. Par exemple, ce titre officiel en français, c'est La Maja et les masques. Alors d'abord, un embozado, embozado, c'est-à-dire masqué, d'accord, on est d'accord, mais il n'y a pas de masque là. C'est avec la cape que l'on masque le visage. Et la maja, c'est une très belle femme, une belle femme ou une élégante. Donc la maja, on peut le garder parce que ça fait partie maintenant, disons, presque du vocabulaire français. El Paseo d'Andalucía, c'est la promenade d'Andalousie, comme on dirait la promenade, c'est-à-dire le boulevard, en gros, l'endroit où on fait sa promenade, dans Madrid. Alors, vous avez ici vraiment un thème goyesque par excellence, cette peinture étant ce carton, et la tapisserie aussi, étant comme l'un des symboles les plus universels, signifiant l'art de Goya, et son invention qu'on retrouvera dans l'enterrement de la sardine, etc., dans des œuvres fondamentales du début du XIXe siècle. Et vous voyez, on a donc Los Embozados et la Maja. De quoi s'agit-il ? L'aristocratie madrilène, à l'inverse de l'aristocratie française de Louis XVI, avait, en cette fin du XVIIIe siècle, une habitude qui était de prendre les us et coutumes du bas peuple. Et c'était notamment une sorte de déguisement, de travestissement courtois. Quand Marie-Antoinette convoque évidemment la bergerie ou les bergers galants qui sont encore sortis d'Honoré d'Urfé pratiquement à la fin du XVIIIe siècle, en Espagne, non, c'est une autre tradition, celle du costumbrismo que va traduire Goya, qui est de se rapprocher du peuple pour se permettre des petites entorses au protocole courtois. Alors, on a donc ces scènes de galanterie, et voilà ce que cela donne en traduction tissée. Vous voyez que Goya concentre tous les effets, le clair-obscur, l'ensemble des caractères. Alors, il y a toujours ces seconds plans qui sont à peine esquissés, avec vraiment un premier plan qui est absolument bien défini, qui concentre toute la densité émotionnelle de la composition. Et voilà ce que cela donne lorsque c'est tissé, ici en haute lice, comme vous pouvez le voir, œuvre qui est au Palais Royal de Madrid. Regardez, d'emblée on saisit ce qui posait problème aux lissiers et à Santa Barbara. Vous voyez l'inversion des valeurs. Le ciel de Goya tel qu'il est intraduisible pratiquement par la lisse, mais qui plus est, il faut inverser complètement le clair-obscur. C'est ce qui se produit dans cette composition tissée. Je passe à ce détail. Vous voyez que le détail de l'arbre ici est inventé en plus. On en a parlé ce matin, bien évidemment, cette nécessité pour le lissier de donner des éléments, plutôt des éléments graphiques en quelque sorte, plutôt qu'un grand, une grande plage unie comme ceci, avec simplement des modulations chromatiques ou des nuances chromatiques. Et effectivement, vous voyez que ces petits dessins sous-jacents qui sont les petites branches, eh bien des fois n'étaient pas même de la main de Goya, mais étaient rajoutés
grossièrement et violemment par la direction des manufactures de Santa Barbara sur les propres œuvres de Goya. Alors nous arrivons ici à, toujours dans cette même série, une œuvre qui nous intéresse en tout premier lieu parce que c'est la seule tapisserie de Goya qui est dans les collections du Louvre. Ici, je vous montre le carton à l'échelle 1/1, qui est évidemment conservé au musée du Prado, qui s'appelle La Rinia, la Venta Nueva. La Venta Nueva, alors B ou U ou V, le V se prononce B en espagnol, et dans l'orthographe 18e siècle, Goya, lorsqu'il écrit, très souvent prend le B plutôt que le V. C'est encore une licence orthographique qui est autorisée, qui n'est plus autorisée à partir du 19e. Alors, vous avez ici donc une auberge, l'auberge qui s'appelle la Nouvelle Auberge, tout simplement, bon, même si vous voyez qu'elle est dans un état pitoyable. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a plusieurs types humains ici et sociaux. Il y a un homme qui a un pistolet ici, qui est habillé très élégamment. Il y a ici un autre jeune qui est élégamment habillé. Il y a eu une partie de cartes, il y a dû avoir des tricheurs, et finalement, la partie de cartes se termine en rixe généralisée, avec les bâtons, avec une épée qui est jetée à terre. Enfin, vous voyez qu'on passe aux armes directement, à cause de ces tricheries qui ont dû avoir lieu au jeu. Le tricheur au jeu de cartes est un thème récurrent d'ailleurs dans ces cartons pour Santa Barbara. Alors, voici, regardez maintenant le format de cette œuvre. Il s'agit ici la première esquisse qui a été réalisée par Goya pour le montrer aux commanditaires. À l'époque, enfin c'est la même année, mais elle s'appelait Maison del Gallo. Ça veut dire l'auberge du coq, d'accord? Avec tout ce que ça peut vouloir dire de coq, ser un gallo, en espagnol, c'est évidemment faire le coq, quoi. Bon, donc on comprend cette affluence de machisme ou de virilité qui conduit directement à la rixe généralisée, qui est dénoncée ici par Goya. Alors, ça devient donc le carton de tapisserie définitif qui sera la rixe à la Venta Nueva, où l'attention est davantage portée sur l'objet ou la cause de la rixe en question. Vous voyez que dans la composition, dans cette série, troisième série de Goya, eh bien, on arrive d'emblée, deuxième série de Goya pour les manufactures, on arrive d'emblée à une composition où on sent l'intérêt que Goya va porter à la composition d'ensemble. Alors, il se classicise en quelque sorte d'une façon générale. Voici la tapisserie donc, qui est dans nos collections du musée du Louvre, qui se trouve dans les salles du XVIIIe siècle devant l'argenterie de Georges III. Vous voyez, on va regarder les détails parce qu'il est très intéressant de voir comment cela est transcrit. Encore une fois, vous avez ces inversions de valeur. Lui, vous voyez que le personnage est extrêmement sombre. Regardez l'ombre, elle n'existe plus sur la tapisserie. On a cette mêlée qui a été traduite avec une grande vivacité par l'hélissier. Alors, en regardant dans le détail, vous voyez que l'art de Haute-Lys, qui est ici employé, reprend des éléments très ancien dans l'art de la tapisserie, qui est la hachure, pour donner justement ce modelé à l'ensemble de la composition. Et je voulais vous montrer quand même la précision, on appelle ça un naïpe en espagnol, du jeu de cartes, bastos et oros, c'est-à-dire les couleurs bâton et or qui sont sur ce naïpe. Vous les avez ici en peinture, regardez l'extrême délicatesse avec laquelle les lissiers de Santa Barbara ont traduit ce détail qui est totalement visible sur la tapisserie et, si on y prête attention, davantage qu'il est moins sur la peinture du carton préparatoire. Alors, évidemment, parmi les grandes beautés de cette tapisserie, il y a les chiens qui sont un motif, évidemment, permanent dans l'art de Goya, surtout pour les manufactures de Santa Barbara. Nous y reviendrons à la fin de cet exposé. Voilà encore un exemple de hachures qui sont les hachures que l'on voit sur l'épaule, vous voyez, de la rixe. C'est ici, cette épaule qui est montrée. Alors, voilà, en fait, tout le conflit, en quelque sorte, de l'art de Goya, entre la nécessité de produire une œuvre qui est un carton qui va être traduit en tapisserie et en même temps réaliser, affirmer en quelque sorte sa singularité d'artiste. Alors, dans cette série, il y a évidemment de nombreux symboles goyesques, dont celui-ci qui est livré par Goya le 12 août 1777, El Quitasol, c'est-à-dire le parasol. Encore une fois, cette œuvre nous intéresse en premier lieu, parce que dans ces années, Goya est tout de même
commence à abandonner son statut de peintre provincial, qui a eu beaucoup de difficultés, qui a été refusé à l'Académie, pour s'approcher de la cour. Et on sait que Goya voit à ce moment-là, commence à connaître les peintures de la collection royale, commence à découvrir véritablement Velázquez et toutes les collections royales. Et parmi ces collections, l'œuvre qui lui sert de source d'inspiration pour ce sublime carton qui représente donc le parasol, c'est Vertum Epomone de Jean Ranc, d'accord, qui remonte à 1720, c'est-à-dire véritablement aux premières commandes des Bourbons d'Espagne, Philippe V, qui font appel aux artistes français. Ce chef-d'œuvre étant conservé au musée Fabre de Montpellier. Alors, dans la série encore, regardons ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours une évolution. J'ai choisi El Bebedor, le buveur, parce que tout le monde connaît Los Borrachos de Velázquez, c'est-à-dire le buveur. C'est vraiment un thème récurrent, qui est un thème évidemment issu de la littérature espagnole, du Lazarillo de Tormes, qui est vraiment toute cette littérature totalement populaire et qui a structuré l'imaginaire espagnol, qui est repris en quelque sorte ici par Goya. D'ailleurs, on les a identifiés tous deux comme l'aveugle borracho, enfin le buveur aveugle ou le soulard aveugle, il n'est pas forcément aveugle, et ici, el muchacho de la caña, c'est-à-dire le jeune qui tient dans le Lazarillo de Tormes toujours une canne. Vous voyez, ce sont des modèles qui surgissent de la littérature. Et c'est l'élément qui est très marquant dans l'œuvre de Goya, parce que c'est cet élément proprement espagnol qui va hispaniser en quelque sorte cette peinture de genre, du costumbrismo, comme on l'appelait, qui devient l'un des éléments récurrents de la peinture en Espagne. Et on est toujours là dans l'art de la décoration. Vous voyez que dans cette évolution, on est déjà dans l'année 78, regardez comment se structure la forme pyramidale parfaite de cette composition, et regardez toujours les formats. Imaginez ce qu'est la production de Goya, son hyper-productivité durant ces années. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas Ramón Bayeu, c'est lui qui produit l'ensemble des cartons. Et avec le cerf-volant, ou la cometa en espagnol, encore une fois le chien, qui est un thème récurrent, et de plus en plus on assiste à quelque chose que l'on commence à voir à la même époque dans les portraits de Goya, que je ne vous montrerai pas maintenant, tel n'est pas l'objet de la conférence, c'est-à-dire un fond qui va peu à peu s'amenuiser, réduisant à l'état de pure nuance chromatique, qui débouchera sur le vide. Regardez la Marquesa de la Solana ici au Louvre, dans les gris puissants, bleutés et verdâtres en fait de Goya, un allègement totalement des fonds pour révéler davantage l'expressivité des personnages des premiers plans. Ce monument bizarre était un observatoire qui était en fait un projet architectural voulu par Charles III, qui ne sera jamais construit à Madrid. Alors, je parlais de joueurs de cartes, toujours dans la même commande. Les voici. Ici, vous voyez ce qui se passe. C'est un peu le tricheur à l'as de trèfle ou de carreau. C'est le thème récurrent des bambochades, etc. On a des jeunes gens qui jouent à l'ombre d'une cape de l'aristocrate qui est posée sur l'arbre. Il fait très chaud, évidemment, les environs de Madrid. Donc, à l'ombre, on joue mieux. Et vous voyez que ces deux bons hommes sont en train de faire des signes, ici, à celui qui est en face, pour faire perdre justement le jeune homme riche dont les pièces d'or sont dans le chapeau du voleur. Vous voyez, bon, c'est évidemment quelque chose qui nous rappelle totalement la peinture morale, la peinture donc du grand XVIIe. Et en dessus de porte, toujours dans la même série, thème secondaire, décliné pour les autres éléments. On a là les enfants gonflant une vessie. Évidemment, c'est le ballon, tout simplement, une vessie de porc qui servait de ballon. Voilà. Et vous avez comme un aspect dans l'arbre qui est derrière, le pin, un parasol derrière qui est à peine évoqué, une sorte de rythme, vous voyez, qui s'institue, qui structure totalement la composition. Et encore une fois, vous voyez, les seconds plans qui sont davantage effacés. Alors, pour finir sur cette série tellement importante qui marque un moment vraiment transitoire dans l'art de Goya, Muchachos cogiendo fruta, les enfants cueillant des fruits, qu'on retrouvera un peu plus tard dans les thèmes des dessus de porte. Voyez, regardez les visages ici.
Goya est en pleine découverte des collections des peintures royales. Imaginez à quel point il est impossible de traduire les effets d'empattement de ces nuages. Également ceci, on dirait presque une inspiration venue là de Murillo et de Van Dyck, qui étaient bien représentés évidemment dans les collections royales. Et évidemment l'élément vélasquésien qui est totalement prenant. Alors, regardez celui-ci, le muchacho, on dirait l'un des nains mal formés de Velázquez. Pour les séries que Velázquez réalise d'ailleurs, de décoration à l'huile, des peintures royales. Alors, je suis désolé de vous offrir toujours la même photo, mais c'est pour remettre les choses en place. Nous parlons ici toujours, dans la 3e série, du Palais du Pardo. Il s'agit maintenant de décorer la chambre des princes d'Asturie. Et c'est ici que se produit, dans ces années 78-79, c'est-à-dire c'est la continuité de cette 2e série que nous venons de voir, eh bien, une évolution stylistique majeure. Et tout d'abord, nous la regardons avec ce jeu de paume, d'accord, le jeu de paume ou la pelote basque ou le jeu de paume. C'est plutôt le jeu de paume. Avec ce qu'on appelle ici, el fronton, vous voyez que la composition d'ensemble devient extrêmement complexe. C'est-à-dire que tous les personnages disséminés vont nous faire penser véritablement à ces grandes scènes qui vont définir la peinture libre de Goya, progressivement. C'est-à-dire ce qui est vraiment comme sa signature véritablement dans l'art de peindre. Alors, cette 3e série, qui est une prolongation, la seconde, nous sommes bien d'accord. Ici, je vous montre la tapisserie tissée qui appartient au patrimonio national, qui est en fait au Palais Royal de Madrid, et la Feria de Madrid, donc la foire de Madrid, la foire madrilène. Vous voyez, regardez encore une fois comment les lissiers sont obligés d'inverser les valeurs chromatiques, d'accord, et la traduction exacte avec laquelle ils transcrivent dans le tissage véritablement les détails laissés par Goya. Mais vous voyez, ces arrière-plans qui sont véritablement l'âme même de ces compositions de Goya, les empattements, le ciel, eh bien, ils s'appauvrissent énormément dans leur transcription tissée, et cela évoque évidemment l'une des limites fondamentales de la recherche de Goya auprès des désirs esthétiques de Goya dans sa collaboration avec les manufactures. Évidemment, l'une des œuvres les plus célèbres de cette série, El Cacharrero, c'est-à-dire le marchand de vaisselle. Un cacharro, c'est une poterie, d'accord. Donc voilà, c'est en fait le marchand de poterie. Là aussi, on peut traduire d'une autre façon. D'ailleurs, vous voyez bien que la vaisselle qui est présentée est constituée de faïence, pas de porcelaine fine. Mais que se passe-t-il dans cette scène ? Cette scène, c'est vraiment comme le déclenchement chez Goya de ce qui va devenir l'essentiel aussi de son art de graveur, de son art de la mise en scène en quelque sorte. Un marchand, trois personnes, dont une vieille femme, il y a comme 3 générations ici, la jeune, la mère et la grand-mère, viennent acheter des poteries à la foire de Madrid. Et vous voyez que ces 2 personnages sont intéressés en arrière-plan par la beauté de cette femme, aristocrate évidemment, qui passe dans le carrosse, et il s'interroge. Et lui-même regarde au-delà, voyez, vers le mouvement de ce carrosse. Vous voyez qu'il y a à l'intérieur même de cette composition beaucoup d'éléments qui viennent se juxtaposer et qui enrichissent d'une façon extraordinaire cette composition de Goya qui nous introduit véritablement, ne serait-ce le format qui est évidemment celui d'un carton de tapisserie. Vous imaginez les peintures de genre de Goya ou de libre caprice et d'invention qu'il réalisera à partir de 92-93, quand il sera détaché de la manufacture, eh bien, c'est exactement ceci, dans un format plus resserré, avec des effets de matière en peinture qui sont évidemment plus forts. Cette peinture essentielle, El Ciego de la Guitarra, qui appartient l'aveugle à la guitare, est vraiment, nous sert pour situer le personnage à ce moment précis de son existence et de sa carrière. 78 encore, on s'approche des années 80. Vous voyez que son goût pour la démonstration de la virtuosité du peintre va au-delà de ce qu'on lui demande aux manufactures. Donc, vu de près, c'est un très mauvais peintre de carton. Vu avec justice, c'est un peintre déjà génial. Bon, mais il n'est pas fait pour l'office auquel on le destine. Alors, ce Ciego de la Guitarra était donc toujours projeté pour la chambre, mais il a été ensuite tissé pour l'antichambre, parce que
à cette époque, enfin en cette année 1778, Anton Raphael Mengs était en voyage. Et c'était l'architecte Sabatini qui se trouvait à la direction de la manufacture de Santa Barbara. Et Sabatini a renvoyé le carton à Goya en disant « Il est impossible de le traduire en tapisserie, vous reprenez ça ». Goya n'a jamais fait ça et il a décidé de passer à une autre exploitation de son propre thème qui est ce chef-d'œuvre de la gravure. C'est la gravure de plus grand format que Goya ait jamais gravé. Vous voyez qu'il le reprend à l'eau forte. C'est l'un des chefs-d'œuvre de la gravure du XVIIIe siècle. L'aveugle à la guitare, vous voyez que le format est modifié. Et regardez comment... Regardez, dans la pointe sèche ici qu'on a dans le ciel, ou également dans les contre-jours qu'on a ici, enfin vraiment les clairs-obscurs, on s'approche d'une façon incroyable, c'est une épreuve d'état ici qui appartient à la Bibliothèque nationale, de ce que sera véritablement la rénovation de l'art de la gravure par Goya dans des scènes comme celle des Disparates. Alors, je voulais vous montrer également en place ce que cela donne. Bon, j'ai repris une carte postale ancienne pour que vous voyez que c'est très ancien. Ah, c'est le début du XXe, l'installation de ces cartons de Goya. Il s'agit ici du palais de l'Escorial, de l'antichambre des ambassadeurs. Et vous voyez maintenant, ça peut vous choquer après avoir vu les cartons, que la juxtaposition de toutes ces pièces, ici vous reconnaissez le cerf-volant, la maja et les élégants masqués, ici El Balancín, en fait ce sont des œuvres de diverses époques qui sont juxtaposées, qui donnent un effet de luxe absolument sublime et de vie remarquable à cette pièce, hein, ici en couleur, bon, dans une photo d'un guide qui est très pixelisé, mais je vais vous montrer simplement ce qu'elle donne en touche de couleur avec le mobilier. Ce sont, vous voyez, avec ici El Cacharrero, c'est un enchantement que la couleur. Et je voulais le montrer également pour bien cerner ici, après que Anne Labourdette et Pascal Bertrand nous en aient parlé si précisément, d'une façon absolument constructive, c'est l'art de la bordure. Il ne s'agit pas de galons à proprement parler ici, mais de bordures. Et vous voyez que les bordures s'intègrent dans l'architecture et elles demeurent des éléments rajoutés effectivement au carton. Alors, dans cette série importante d'œuvres réalisées toujours pour le Palais du Pardo, vient cette quatrième série qui est donc des années 79 et 80. Vous voyez que c'est quand même une continuité. Et là, nous touchons à l'essence même de la carrière de Goya, enfin de l'art de Goya. Je vais aller très vite sur cette série, mais je vais insister sur cette photo, enfin sur ces deux cartons, El Columpio, la balançoire, on peut dire l'escarpolette, les lavandières. Et également ces deux autres-ci qui leur faisaient face, qui sont ici la novillada, c'est-à-dire la course de Torillon, et El Resguardo de Tabacos. Ces quatre cartons se faisaient face. Et il faut trouver ici, enfin, rendre à Goya véritablement tout son génie de dissimulation. Charles IV, enfin les princes d'Asturie, qui était le futur Charles IV, et évidemment Marie-Louise de Parme, Maria Luisa de Parma, ne se sont rendus compte de rien. Goya introduit dans leur chambre ces deux compositions, qui sont d'une portée érotique évidente, et voulues par lui comme telles. Vous avez dans l'escarpolette, alors évidemment Goya connaît l'escarpolette de Fragonard. Voilà. Là, ici, on voit évidemment, on sait très bien qu'il regarde l'entrejambe de la dame qui est en train de, voilà, de lui montrer en fait son sexe. Bon. C'est exactement ce qui détermine aussi l'escarpolette de Goya. Bon, avec des personnages cachés. Mais ici, ce qu'il faut voir comme élément, c'est qu'elle répond aux lavandières. Les lavandières qui étaient des femmes de petite vertu en général, à tel point qu'en 1790, il y a un édit royal de Charles IV, qui interdira aux lavandières d'adresser la parole aux gentilshommes de la cour, pour éviter de leur passer la syphilis, etc., etc., etc. Et lorsqu'on prenait des lavandières en flagrant délit de prostitution, eh bien, ce dessin qui est l'un des chefs-d'œuvre de Goya, chef-d'œuvre du dessin qui est issu d'une page de l'album E, eh bien, ici, il y a un jeu de mots de Goya. On les envoyait en prison, en camp on va dire, pas des camps, excusez-moi, c'est horrible de dire ça, dans des établissements de rééducation où elles faisaient du tissage, justement, où elles filaient. Et en espagnol, la quenouille, c'est uso avec un H.
utiles, il n'y a pas de H, c'est utile en espagnol. Donc ici, des travaux utiles, dit Goya pour les lavandières, oui, ce sont des travaux qui vous conduisent à la quenouille, d'accord ? C'est-à-dire à cette condamnation pénale qui exigera de vous de travailler pour le compte, notamment des manufactures de Santa Barbara qui vont utiliser la laine. Alors, vous voyez, c'est un humour derrière. Et là, on a en face de cette beauté féminine que l'on a vue, de cette légèreté en même temps et cet appétit sensuel de la femme, eh bien, on est en Espagne, le machisme qui est représenté. Imaginez que celui-ci, qu'est-ce qu'il nous montre là ? Il se pose comme ceci, prêt à chanter une jota, presque le geste. Celui-ci est ébahi, il est en train de regarder, mais il regarde simplement les dames qui sont en face de lui. Il regarde les lavandières dans la salle. Et la lavandière, qui le regarde d'un œil détourné, est en train de caresser bizarrement la corne du mouton. Une corne, ça a toujours été un symbole phallique, tant dans l'Antiquité que dans la peinture moderne. Et il se produit la même chose avec l'autre spectateur qui regarde maintenant l'escarpolette et qui lui-même va faire une sorte d'acrobatie avec le taurillon. D'un côté, l'arrogance masculine dans sa bêtise également, sa brutalité, et en face, évidemment, l'appétit, ou tout au moins l'appel sensuel de la féminité. Et on a prétendu, personne n'est d'accord sur ce fait, mais on l'a été pendant des années, qu'il s'agissait là d'un autoportrait de Goya. Effectivement, ça lui ressemble assez, tel qu'il était dans sa 33e année. Alors, dans cette série, en dessus de porte, thème secondaire, le rendez-vous. Je précise que cette œuvre de 1780, eh bien, le rendez-vous qui est ici le carton, cette femme est reprise dans la coupole que Goya va réaliser dans le Pilar, la basilique du Pilar de Saragosse, la Vierge Regina Coeli, d'accord ? C'est l'une des figures du plan de la coupole. Vous voyez que les cartons servent de laboratoire Goya. Et là, je voulais vous montrer cet ensemble qui est remarquable parce que c'est le thème de l'enfance qui a une importance immense dans l'art de Goya, avec toutes ces toiles. Alors, je vous parlais de Toledo, Ohio, vous voyez, ici est ce carton. Les autres sont au musée du Prado, les entre-fenêtres, et puis, évidemment, ici, par le format, vous reconnaissez les dessus de porte. Je continue dans la série, voici encore une fois, mais cette fois-ci avec le tissage en basilis ici, avec, vous voyez, d'une seule pièce, la bordure traditionnelle qu'on a vue dans les appartements royaux, et los leñadores, c'est-à-dire les bûcherons. Vous voyez, encore une fois, je ne reviens pas sur les inversions de valeurs qui faisaient tant de peine à Goya. Et nous terminons sur cette série, ces séries, jusqu'à 1700... nous avons terminé la série du Pardo. Le Pardo, la série du Pardo va être reprise en 86 après le retour d'un bien-être économique, puisque je vous disais qu'après la guerre contre l'Angleterre, les finances sont un peu à sec, et donc cette 5e série, toujours pour le Pardo, va être commandée en 1786. Je vais aller très vite sur cette série, non pas parce qu'elle n'est pas d'intérêt, loin de là, mais parce que elle est également l'un des moments essentiels de l'art de Goya à Santa Barbara. Ça fait partie des œuvres que le public ignore en général, méconnaît tout au moins le fait qu'il s'agit de cartons de tapisserie. Tellement ce sont devenus, ces 4 saisons, des symboles de l'art de Goya. Les 4 saisons sont réparties en 2 scènes aristocratiques, ici c'est l'une d'elles, les fleuristes ou le printemps, et 2 scènes populaires, ici l'air ou l'été. Autre scène, là c'est le tissage, la tapisserie est au Palais Royal de Madrid, vous voyez la richesse de coloris. Autre scène aristocratique, les vendanges, et autre scène populaire, la Nevada ou l'hiver. Alors, dans cette scène de l'hiver, évidemment, vous reconnaissez le cochon, pourquoi populaire ? Il y a une personne qui est mieux vêtue que les autres, évidemment. Les autres ont froid, ils traversent la Sierra, sans doute Guadarrama, et avec un cochon tué, vous voyez qu'il est tout vert là, qui va finir en jambon et en porc séché. Alors ces éléments, ces tableaux, véritablement, les cartons sont aujourd'hui parmi les plus célèbres de l'œuvre goyesque. L'œuvre goyesque est reconnue comme telle. Dans cette série de 86, où Goya vraiment entre dans la maturité,
Je voulais vous montrer également 2 cartons. L'esquisse 35 par 15 et ensuite l'huile sur toile, enfin le carton proprement dit à l'échelle 1/1 de 2,68 m par 110 cm. Vous voyez ici, le titre c'est à l'albanil borracho, c'est-à-dire le maçon sous. Il est sous, il est tombé. Et les 2 têtes, il est abasourdi, 2 têtes rigolotes en quelque sorte, et puis on voit un peu de sang sur sa blessure. C'est transformé pour le roi, pas en une scène beaucoup plus digne où il s'agit du maçon blessé. Il faut préciser que Charles III avait pris un arrêt royal protégeant, une sorte de sécurité sociale avant la lettre, protégeant les ouvriers blessés sur les chantiers royaux. Alors, cette série inclut évidemment des enfants. Ici, c'est l'une des œuvres très connues qui est à l'Art Institute de Chicago. Mais encore une fois, vous voyez les formats. Ce sont les dessus de portes, tout simplement, et dessus de fenêtres. Le thème des enfants est là, pour le coup, la référence évidente pour ce qui se souvient de l'art de Velázquez. Ce sont évidemment les décorations que Velázquez réalisait pour El Retiro, avec toutes ces scènes d'enfance et aussi du prince Baltasar Carlos. Alors, l'œuvre, évidemment, la plus fantastique peut-être de cette série, un tout petit dessus de porte, c'est cette œuvre qui anticipe, ou qui annonce d'une façon incroyable, et les gravures des disparates, et également évidemment les peintures noires, cette bataille de chats, ce combat de chats, qui servait de petit dessus de porte, qui a été retrouvé très tardivement dans la réserve du Prado, mais qui est devenu aussi l'un des symboles de l'œuvre goyesque. Dernière composition, dernière commande pour toujours le Palais du Pardo, la Chambre des Infantes. Cette commande sera suspendue. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de Goya, la Gallina Ciega ou le Colin Maillard. Ici, c'est l'une des œuvres la seule à avoir été traduite en tapisserie de cette entière série qui devait composer 7 tapisseries, parce que Charles III meurt et Charles IV suspend totalement, à partir de ce moment-là, la commande de cette série. La voici tissée, elle a eu un rentrayage un peu malheureux, mais ça fait partie des très belles réalisations des Santa Barbara pour les appartements royaux. Vous voyez encore une fois la différence, plus le velouté en même temps des teintes, etc., et du modelé de Goya devient de plus en plus intraduisible, et vous le voyez ici, à la difficulté qu'ont les lissiers à séparer dans les relais, par le technique des relais que l'on voit partout, les différentes teintes pour essayer de donner ces modelés incroyables de Goya. Il faut dire que Goya s'est imposé comme maître de la peinture avec un succès immense auprès de la royauté, et donc la commande, la direction de Santa Barbara cesse ses reproches et essaie de convaincre les lissiers d'agir, de tisser davantage au plus près des cartons. Ici, je tiens beaucoup à vous présenter la Pradera de San Isidro. Saint Isidore, c'est le patron de Madrid, et la San Isidro, c'est l'une des grandes fêtes de Madrid. Et c'est également, mémoriser le format, car nous terminerons là-dessus tout à l'heure, dans peu de temps d'ailleurs, c'est l'une des scènes de genre qui aura son écho dans les peintures noires de Goya. Dernière série réalisée par Goya, nous revenons à l'Escorial. Goya se pensait libéré, après la mort de Charles III, de cette tâche délicate et un peu, de toute façon, qui a donné lieu à de grands chefs-d'œuvre, mais qui a toujours été difficile pour sa carrière. Mais Charles IV lui commande, pour son bureau, pour le bureau du roi à l'Escorial, à nouveau des cartons. Et c'est là que vont surgir ces œuvres qui sont de pures anticipations, à la fois des gravures, à la fois des caprices, parce qu'elles sont contemporaines de l'élaboration de la série gravée des caprices, et en même temps annonciatrices de la plus grande liberté de Goya. Alors je passe rapidement, bien que je vous les laisse apprécier avec le format, avec la provenance, etc. Il s'agit là des échasses. Il s'agit de l'œuvre la plus symbolique de Goya, El Pelele. Vous voyez, au début de cette conférence, je vous montrais la juxtaposition des cartons. Et si on avait juxtaposé ces cartons, ça aurait été impossible esthétiquement. Par contre, juxtaposer les tapisseries, c'était possible parce que la grande maîtrise picturale de Goya ici, sa particularité, son atmosphère, est totalement niée par le tissage. Pareil dans cette série d'enfants jouant, et ces superbes femmes à la cruche, les filles à la cruche,
tous ces chefs-d'œuvre incroyables qui ont connu leur traduction en tapisserie. Là, c'est l'un des rares cartons également à être aux États-Unis, également à Philadelphie, Al Balancin. Voici ce que ça donne. Simplement, vous voyez, regardez la précision ici des séparations. C'est une tapisserie de bas-silice, certes, mais on voit à quel point la tapisserie elle-même essaie de rendre la modernité de Goya dans des formes qui sont presque... Enfin, on aurait ceci dans les tapisseries du XXe siècle, on ne serait pas surpris. Vous voyez la modernité incroyable qui va être provoquée par Goya auprès des lissiers. Alors, cet ensemble d'œuvres, évidemment, se rapproche éminemment de l'œuvre gravée de Goya. On sent Goya qui va se détacher progressivement des manufactures. Et c'est pour ça que, pour conclure cette série, je voulais vous montrer la noce, la boda. C'est évidemment une scène de genre, un costumbrismo, encore une fois, mais critique. Vous voyez bien que dans le visage des personnes, il y a partout, regardez l'air bobo, l'air idiot du marié. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la satire sociale. Et, comme vous le savez, les Caprices de Goya sont sans doute publiés en 99, mais bien commencé de nombreuses années avant, contemporain de ces derniers cartons. Et voici ce qui est dit, écrit manuscritement de la main de Goya. Voilà, il dit comme un dessert, el novio, on va le dire en français, il dit comme il se doit, ça s'appelle quel sacrifice. Comme il se doit, le fiancé n'est pas des plus appétissants, mais il est riche et il se paie la liberté d'une jeune fille malheureuse au prix de l'aide qu'il apporte et une famille affamée, ainsi va le monde. C'est le sens même des caprices. Et voyez à quel point, tout d'abord, Goya les a traduits dans l'art de cour, tout simplement, dans ces arts somptuaires qui sont ceux de la décoration des appartements royaux. Et ensuite, il les traduit directement et plus librement dans cette série gravée qui est la première série géniale de Goya, la deuxième série gravée, mis à part El Figaro di Guitarra, qui est de toute façon une œuvre à part, hein, la première série étant celle des œuvres réalisées d'après les peintures de Velázquez qu'il découvre dans les collections royales. Et là, nous sommes face à un nouveau pan dans la vie de Goya, qui est un maître qui va avoir une révélation très tardive, en fait, lorsqu'il arrive proche de la soixantaine, vous voyez, de la cinquantaine, 52, et après la soixantaine encore plus, qui va peindre ses grands chefs-d'œuvre modernes âgés de plus de 70 ans. On entre là dans une autre aventure qui a été totalement préparée, et c'est pour ça qu'il par les cartons de tapisserie. C'est pour ça qu'il faut modérer. Ici, on a l'autoportrait de 1792, enfin on dit 90-95, c'est sans doute 92, avant la grande maladie qui va toucher Goya dans son voyage en Andalousie, qui va le rendre sourd, totalement sourd, et qui va l'isoler du monde, qui va le faire passer d'une étape vraiment extravertie vers quelqu'un de très introverti, et qui va se concentrer justement sur cette méditation très pessimiste sur ainsi va le monde, hein, en quelque sorte. Ici, c'est l'autoportrait qui est conservé, il a été donné par les collectionneurs à l'Académie à San Fernando. Et vous voyez Goya peignant, achevant, comme le disait son fils, vous voyez son chapeau, en fait, servait à accrocher des bougies qui lui permettait de peindre à la lumière artificielle, puisqu'il terminait tous ses cartons et toutes ses œuvres à la lumière artificielle dans son atelier pour leur donner cet air magique qu'il recherchait, dont parle Francisco de Goya. Conclusion de cet itinéraire à travers l'art de Goya, nous sommes en 92. Et en 92, que se passe-t-il ? Eh bien, Goya tombe malade, comme je vous le dis, et il démissionne il ne démissionne pas, mais le roi Charles IV demande de créer une commission ad hoc pour rénover l'enseignement de la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando, où Goya officie depuis l'année 85 comme directeur de la chaire de peinture. Titular director de la pintura, comme on dit dans le vocabulaire de l'Académie. Et Goya envoie une lettre à Iriarte, qui est le secrétaire de l'Académie, disant « Je récuse toute forme d'asservissement des jeunes à la géométrie, à la commande, aux honoraires et aux bourses qui féminisent la peinture. Il faut toujours se consacrer à l'invention. » Et c'est la rupture totale avec la commande royale des manufactures de Santa Barbara, pas de la commande royale en tant que portraitiste de Charles IV, mais vous connaissez tous la famille de Charles IV qui a réalisé aux toutes premières années du XIXe siècle, qui est un manifeste de liberté vélasquézienne évidemment. Et moi je vais vous emmener vers ce qu'est
le dernier héritage, finalement, le dernier témoignage de cette passion que Goya a eue pour la décoration. Et sa revanche, en quelque sorte, sur cette difficile étape de peintre de carton, mais comme un peintre recevant des commandes officielles. Il s'agit des peintures noires qui sont réalisées dans les années 1820, avant son exil à Bordeaux. Et c'est une reconstitution, je trouve, très bien faite. Mais attention, c'est une hypothèse de disposition des peintures noires dans la maison privée de Goya qui s'appelle la Quinta del Sordo. Je précise qu'elle s'appelait la maison du sourd, mais pas par lui. Elle s'appelait déjà comme ça quand il l'a achetée en étant complètement sourd. C'est amusant, c'est assez intéressant du point de vue psychanalytique. Et ici, vous avez, vous voyez, les grandes compositions. Et dans ces grandes compositions, alors les deux vieux mangeant la soupe, la Léocadia, les hommes se masturbant, etc., vous avez tout ça. Et vous voyez que cette grande composition, par le format tout comme par le thème, reprend en version noire, obscure, en quelque sorte, ce que nous avions vu avec la Pradera de San Isidro, qui était quand même, qui n'a jamais été tissée. Et dans cette technique nouvelle de Goya, eh bien, Goya attaque directement sur les murs, tout d'abord en faisant des paysages, vous voyez, ces paysages dilués, on le sait par étude de rayon X que c'est ce qui sous-tend ces compositions, et ensuite il va les peuplé de personnages d'horreur la plupart du temps ou vraiment de cauchemars, ce qu'on appelle les peintures noires. Eh bien, cette série est peinte directement sur les murs, non pas à fresque, alors que Goya était l'un des plus grands fresquistes de sa génération, mais à l'huile sur les murs avec une technique mixte. Et puis que nous avions commencé par un chien, et que nous terminons sur le pessimisme de Goya ou son introversion dans ce qu'est la vie quotidienne et évidemment dans sa production artistique. Je voulais terminer sur ce chef-d'œuvre qui est le chien demi-enterré dans les sables mouvants. Réflexion tardive sur les premières scènes cinégétiques qu'il avait composées pour Charles IV à l'Escorial. Je vous remercie pour votre attention.